Bonjour à toutes et à tous. En 2016, à Goussainville, dans le Val d'Oise, Wilfried Atonga est assassiné. Il a 36 ans, il est père de 2 enfants, et c'est un homme venu de son passé de trafic qui le tue de 3 balles dans le corps. Quelques années plus tard, son frère Yvon Atonga prend la plume avec Isabelle Coutan. Lui est coordinateur d'équipe commerciale à la SNCF, entrepreneur et artiste rap. Elle est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Une question les relie: pourquoi au sein d'une même famille, l'un réussit quand l'autre meurt? Tous deux, à leurs endroits respectifs d'enquête et de récit, nous embarquent à Villiers-le-Bel en région parisienne pour nous raconter sociologiquement et humainement ce qui peut s'y vivre. À la page 26, Yvon Atonga raconte: tout ce qu'on a, c'est notre quartier, c'est le mur, c'est le hall, c'est les moments qu'on passe avec nos amis dans notre microcosme. On n'a rien d'autre en fait. On ne sait pas ce que c'est de faire de longues études. Pour nous, ça ne veut rien dire. On n'a pas cette vision-là. Nous, ce qu'on a, c'est d'être là, être au quartier, entre potes, dans notre deuxième famille, avec cette solidarité. Ce qui représente notre titre de propriété, c'est ça en fait. C'est le nom de notre quartier. Ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est que les milieux et les connaissances se tissent, se lient pour nous plonger dans la nuance. Les connaissances se mêlent et permettent de questionner comment sont représentées certaines villes populaires de banlieue, comment on parle et on montre les récits des femmes, des hommes, des familles qui vivent dans les banlieues, quelle place prennent les murs et le béton, comment donner le cadre sans enfermer. Où sont les visages, les émotions, les liens qui unissent? Par la photo, par l'art, par l'histoire, comment sort-on in fine des clichés? Je suis Maude Benakcha, je suis journaliste à Libération et j'accompagne aujourd'hui Nathalie Marchetti, chef de service adjointe au célèbre service photographique de Libération. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour partager ce débat avec nous, avec nos invités sur la représentation de la banlieue. Nous avons Damaris Amao, qui est docteur en histoire de l'art, conservatrice à Beaubourg et commissaire d'exposition. Ramses Kefi, journaliste, qui est passé par Bondy Blog, rue 89, Libé et la revue 21, qui est auteur aussi d'un ouvrage sur les rixes dans les quartiers en banlieue. William Keo, photographe franco-cambodgien, dont les parents sont arrivés en France suite au génocide des Khmers perpétré par les Khmers rouges, et qui, avec donc sa famille s'est installée plutôt en banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Donc William est photographe, photojournaliste. Il a couvert entre autres cette année, en 2023 pour Libération, la guerre en Ukraine, mais il est aussi très attaché et se concentre sur les sujets qui concernent la migration, les quartiers, le communautarisme et l'intolérance, pardon. Ensuite, nous avons Mohamed Bourouissa, artiste plasticien, pluridisciplinaire, qui est né en Algérie et qui, enfant, est venu vivre en France. Mohamed Bourouissa s'intéresse beaucoup en tout cas, il a fait une série périphérique qui aborde, qui fait, pardon, excusez-moi, j'ai un peu le trac. Je bafouille un peu, mais c'était prévu, donc voilà, le temps bafouillage. Qui interroge en fait les clichés et l'image des médias. En fait, on est un petit peu en plein dans notre sujet de notre table ronde, c'est-à-dire la représentation de la banlieue, comment se sortir des clichés, comment critiquer, voilà, bon. Mohamed Bourouissa a 2 actualités en ce moment. Il a une exposition donc, au Palais de Tokyo, une rétrospective jusqu'au 30 juin.
Et, et c'est l'invité d'honneur des GIFA au Louvre en avril, du 5 au 14 avril, Journée internationale du film sur l'art. Voilà, je crois que j'ai présenté tout le monde. Et donc sur la question du cadre, dans la citation qu'on donnait au tout début de l'introduction, il y avait cette idée du cadre, des immeubles, des halls. William Keho, dans votre série juvénile, est-ce que vous avez commencé par le cadre? Est-ce que vous avez commencé par ces halls, par les murs? Est-ce que vous avez commencé par ça quand vous avez travaillé? Il y a un micro qui est juste là. Ah, parfait. Alors, Juvénile, c'est une série de photos sur les jeunes de quartier. Comme j'ai photographié plutôt des gens que je connaissais, des amis ou amis d'amis, en fait, justement, moi, ce qui me manquait beaucoup, c'est le contexte, parce que c'est un peu l'écueil de la photographie, c'est que quand parfois on connaît trop bien, surtout moi, quand je photographie, en fait, j'oublie surtout que je le fais pour les autres, et j'oubliais beaucoup de faire respirer un peu mes photos, de mettre un contexte, en fait, d'expliquer. Je rentrais tout de suite par la vie quotidienne, de ce qui se passait, des barbecues, des rendez-vous ratés parfois, ou ce genre de choses. Et j'ai pas commencé par les halls, par ce genre de choses. Et c'est ce qui, en fait, parfois peut-être me manque un peu profondément dans la série aujourd'hui. Et vous aviez commencé à quel âge? Vous avez commencé comment à photographier autour de vous? J'ai commencé ça il y a très très longtemps en fait. Mes amis, je les vois, donc quand je les vois, je les photographie. Je pense que j'ai commencé vraiment plus en 2016-2017. Après, les photos n'étaient pas très bonnes. Dans ce que je montre, elles sont un peu mieux. Elles sont un peu plus travaillées, il y a un peu plus une idée, quelque chose de un peu plus réfléchi. Mais en tout cas, cette série, je l'ai commencé il y a assez longtemps parce que c'était simplement photographier mes amis, des gens que je connaissais, des hommes, des femmes, en groupe, ce genre de choses, quoi. Et est-ce que dans les représentations, donc vous dites que vous êtes allé chercher justement le cadre pour aérer vos photos, pour regarder, pour donner le contexte, mais à l'inverse, est-ce que dans les représentations habituelles des banlieues, est-ce que trop représenter les halls, les murs, le cadre, ça enferme pas? Je pense qu'il y a un peu une surreprésentation de ça. Des halls, de ce qui est un peu évident. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le métier de photojournaliste et de photographe, il a énormément changé, surtout ces 20-30 dernières années. Je n'ai pas connu l'âge d'or du photojournalisme, mais en fait, on ne sera plus jamais les premiers à raconter des histoires. Donc ça, c'est une évidence. Je pense qu'il faut mieux raconter. Et moi, en connaissant mieux, au début, j'évitais justement de photographier les halls parce que je trouvais ça un peu évident, même s'ils en font un petit peu pour un peu contextualiser. Je pense qu'il faut déplacer les clichés si jamais c'est un peu, enfin, je trouve que c'est difficile d'éviter parfois ces clichés-là. Je pense qu'il ne faut pas montrer que ça. Si on montre 10 photos, il faut peut-être montrer une seule de haul et aller au-delà de ça. Et, ouais. Du coup, je pense que ça va pouvoir continuer avec Ramses Kefi. Est-ce que c'est un incontournable de parler du cadre, enfin de parler des halls, de parler du cadre, ou est-ce qu'on peut s'en passer à l'écrit en tant que journaliste? Ouais, je pense que de toute façon, quand on est journaliste, c'est encore plus compliqué parce que effectivement, il y a des évidences. Je pense que chaque quartier, il a une identité propre et que la mission du journaliste à l'écrit, c'est d'essayer de trouver les petits détails qui donnent la singularité de chaque quartier. Et déjà de donner les noms de villes, les noms, parce qu'on parle souvent des banlieues sans forcément préciser d'où on parle. Alors pas en reportage, parce que c'est évident, mais globalement, dans les médias, c'est les banlieues, quoi. Ouais, exactement. Et surtout, banlieue, c'est un terme qui est très compliqué, parce qu'en fait, chaque quartier a son identité. C'est un peu différent partout. En fait, il y a des points communs, mais on dit la banlieue de manière un peu injuste. Il y a des différences entre les gens qui vivent en face d'un grand parc et des gens qui vivent en face du périph'. Même s'il y a des points communs dans les modes de vie, c'est une autre manière de voir les choses. Les distances, l'horizon, c'est des visions complètement différentes. Donc oui, on essaye quand même de donner le contexte, mais en fait, dans la description des quartiers, je pense que la mission du journaliste, après, je ne dis pas qu'on le fait toujours très bien, mais c'est d'essayer de trouver les mots qui vont permettre de raconter la singularité du quartier. Par exemple, on oublie souvent les zones pavillonnaires. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, alors que ça fait partie les gens qui vivent dans les pavillons vivent parfois ou souvent les mêmes réalités que les gens qui vivent dans les blocs.
Et selon les supports, selon les journaux avec lesquels vous avez travaillé, est-ce qu'il y avait des manières différentes de parler des reportages en banlieue que vous faisiez? Est-ce qu'il y avait des représentations un peu différentes, pas qu'on vous demandait, mais on disait, bah, là je ne me retrouve pas forcément, je ne m'attendais pas à cette description de la banlieue. Et selon les journaux, est-ce qu'il y avait des différences? Et selon le temps aussi, parce que ça ne fait pas 2 ans que vous êtes journaliste. Non, j'ai eu de la chance. Non, j'ai eu de la chance. Non, on m'a jamais rien demandé. Au contraire, je pense que moi, j'ai bossé dans des endroits où il y a une forte demande, non pas dans la représentation qu'on se fait des banlieues, des quartiers, mais une demande d'avoir des histoires. Parce qu'en fait, le grand mal médiatique de la banlieue, entre guillemets, c'est que on y va souvent pour des histoires qui se ressemblent. Donc on raconte les mêmes histoires. Au final, il y a une sorte de redondance, c'est un refrain. Et en fait, l'idée aujourd'hui, je pense, après, je ne sais pas si c'est l'avenir, c'est déjà fait, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, remettre les quartiers populaires dans une actualité normale, y compris dans l'écologie. C'est-à-dire que très longtemps, on a eu, je pense par exemple à des micro-trottoirs ou des petits papiers qu'on peut aller faire. Parfois, le journaliste, il a le choix d'un lieu. Et c'est très rare qu'il se dise, tiens, je vais aller parler, je sais pas, de l'écologie dans les quartiers. Alors que dans les quartiers, il y a une pensée écologique depuis très longtemps. Et la deuxième chose, c'est aussi d'avoir d'autres histoires. Je dis pas que moi, je suis pas sur l'histoire du positif, du négatif, mais avoir un point de départ, avoir des personnages. Souvent, la banlieue, il n'y a pas de personnages. Souvent, on y arrive et on dit voilà, il y a des tours, il y a ci, il y a ça, mais en fait, ça manque de vie, ça manque de chair humaine. Oui, on reste dans le contexte. Ça manque de contexte, voilà. Et à l'inverse, dans le temps, quand vous avez commencé à faire des reportages et là maintenant, est-ce qu'il y a des fois où vous revenez sur des reportages que vous avez écrits, vous vous disiez « Ah, c'est un peu trop cliché, peut-être que j'ai écrit de manière à écrire quelque chose dont on attendait que j'écrive quelque chose ». Est-ce que quand vous revenez sur ce que vous avez écrit, vous retrouvez parfois ça ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, chaque papier, c'est une progression. Ouais. Mais sur les quartiers, en fait, les quartiers populaires évoluent très vite. On ne s'en rend pas compte. Ça veut dire que parfois, même quand on vient de ces quartiers, on a l'impression de connaître, mais on ne connaît pas. Les réalités ont changé, en fait. Ça veut dire que parfois, parmi les écueils, je veux parler de moi, en fait, c'est d'avoir peut-être ce regard de quelqu'un qui a vécu dedans et d'avoir un regard un peu ancien, parfois un peu nostalgique. Ça peut créer des écueils. Ça veut dire d'avoir vécu certaines réalités, de se dire « Ah ouais, mais c'est plus comme ça, c'est plus comme avant ». Vous avez un exemple concret? Vous avez un exemple en tête Ça va peut-être me revenir. Mais, non, mais en fait, c'est pas... comment dire ça? Il n'y a pas forcément d'exemple concret parce que c'est par fine touche, en fait. C'est dans le ton, en fait. Un article, parfois, c'est pas forcément que des mots. C'est le ton, c'est le point de vue que vous prenez, les personnages que vous choisissez. Parfois, vous allez prendre des personnages qui correspondent à cette nostalgie. Vous allez prendre quelqu'un pas qui vous ressemble, mais une personnalité. Par exemple, vous allez rentrer dans un quartier et quelqu'un vous rappelle un grand de chez vous, que vous avez connu, qui vous a donné des conseils. Vous allez, de manière très naturelle, aller vers lui. Par exemple, dans les quartiers, on parle beaucoup des ados et on va très peu les voir. Parfois, vous avez des problématiques qui sont hors violence et tout. Hein. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on n'y va pas, en fait. Donc, parfois, il y a cet écueil-là. Donc, on essaye de se corriger. Mais vraiment... parfois c'est un mot, parfois c'est une citation, un choix de citation. On vous dit ah c'était mieux avant à l'ancienne. Et pendant longtemps j'étais sensible à ça. Mais maintenant je sais que en fait on regarde avec des yeux un peu. C'est comme les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. On a toujours des souvenirs extraordinaires quand on les revoit. On se dit ah ouais en fait c'était bien mais c'était pas. Et là c'est pareil. Le c'était mieux avant en fait il est un peu compliqué. Pendant longtemps ça a parfois. Je dis pas que je l'ai toujours fait mais ça a parfois habité ma façon de travailler. Alors justement, c'était mieux avant. Il y a juste un diaporama là, qui va défiler tout le long de cette rencontre, vous allez voir, et qui va nous accompagner dans nos paroles et notre débat. Justement, là, avant, c'était en 1966, c'est une image de Jacques Windenberger, et on est dans la construction en cours de Sarcelles, un ensemble de 10 000 logements, qui était un complètement gigantesque chantier. On est dans une fenêtre, justement, et Damaris a une fenêtre sur peut-être le futur, quelque chose de certainement un petit peu utopique. Damaris Amao, j'aimerais vous demander depuis quand on photographie la banlieue, et notamment ce qu'on appelait la zone à l'époque, c'est-à-dire cette ceinture qui entoure Paris,
voilà, qui est maintenant le périphérique, enfin, au-delà du périphérique. Alors, vous m'entendez mieux? Super. Donc peut-être pour resituer ma perspective, moi je suis historienne de la photographie, je suis plutôt spécialisée sur la période de l'entre-deux-guerres, les années 20-30, et ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du politique ou de l'engagement des photographes. Donc mon intérêt sur la banlieue, peut-être qu'il faudrait préciser qu'à l'époque, moi sur la période à laquelle je m'intéresse, elle ne s'appelle pas banlieue, elle s'appelle zone, comme vous le dites. C'est plutôt une notion moderne qui vient après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'a intéressée, c'est que, donc à travers l'œil des photographes, c'est qu'on est à un moment particulier, à la fois un engagement social des photographes, notamment en France, dans une organisation qui s'appelle l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, et qui prend en charge, qui veut prendre en charge les problèmes du temps et montrer dans leurs images des choses qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, ou du moins ce qu'on a pu montrer de manière un peu trop romantique. Parce que la zone, les terrains vagues au 19e, l'espèce de réalité de pauvreté, c'est quelque chose qui existe dans l'imagerie, mais qui avait peut-être une sorte de réalisme pittoresque. Et dans les années 20, à partir des années 20-30, au moment où aussi la gauche radicale ou les communistes aussi essayent de s'emparer de ce qu'on appelle notamment la banlieue rouge, eh bien, il y a un enjeu à montrer la zone ou ce qu'on appellerait aujourd'hui la banlieue, pour montrer notamment les conditions de vie et rappeler l'incurie de certaines mairies. Par exemple, peut-être qu'on en reparlera, Aubervilliers est tenu par Pierre Laval, et donc il y a des charges dans les magazines, comme Regard, comme Vue, qui sont proches de la gauche, pour montrer en fait le fait que les politiques ou le gouvernement ne fait rien pour ces zones. Et donc, par exemple, quelqu'un sur qui j'ai travaillé, qui est Charlotte Perriand, qui on connaît plutôt comme designer ou comme architecte, elle a utilisé la photographie et elle voulait montrer les taudis pour proposer un autre idéal de vie qui va donner lieu aux banlieues de l'après-guerre, peut-être dans les projets architecturaux. Mais voilà, il y a cette nécessité de montrer cet espace qu'on ne voit pas pour proposer un autre idéal de vie. Et du coup, mais qui étaient ces photographes qui se sont intéressés à la banlieue? Ils venaient d'où? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes issus de la banlieue, d'un milieu justement ouvrier, ou au contraire plutôt artistes? Alors peut-être qu'il faut s'imaginer quelque chose par rapport à Paris, ou peut-être cette dichotomie Paris-banlieue est plus forte, on va dire, depuis peut-être les années 60-70, mais il faut s'imaginer que Paris, il y avait des taudis en plein Paris. Même rue Quincampoix, il y avait dans le 13e. Donc, entre la zone qui entourait le Paris métropole et dans Paris même, cette question de la proximité entre la pauvreté et il y avait peut-être une plus grande mixité ou un choc des réalités qui était beaucoup plus fort, notamment dans l'entre-deux-guerres. Donc les photographes dont je parle, c'est à la fois des photographes qui sont engagés. Je parlais de cette association des artistes écrivains révolutionnaires. Leur rôle, c'est à la fois d'utiliser la photographie comme arme de classe, et comme arme de classe, c'est de dénoncer la condition sociale. C'est aussi former les ouvriers à utiliser la photographie. À dire, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, la photographie plutôt un loisir ou un usage bourgeois, et il y a cette idée assez forte dans ces milieux-là qu'il faut donner au peuple, il faut donner aux ouvriers des appareils photo, il faut qu'ils se forment pour parler de leur propre réalité et aussi de les publier dans des magazines, avec tous les contextes économiques qui est un peu différent autour du magazine à cette époque-là. Mais donc c'est des artistes qui viennent à la fois du milieu de l'art, qui sont engagés, beaucoup d'immigrés, et qui, parce que la photographie aussi est alors c'est le boom de la photographie dans l'entre-deux-guerres, mais le photographe, vous le savez, pour ceux qui sont à côté, c'est déjà à l'époque un métier indépendant, un métier qu'on fait en indépendant, et donc là, beaucoup de ces photographes sont aussi dans une précarité, et donc ils sont sensibles aussi aux causes qu'ils soutiennent. Merci.
Et justement, les causes qui soutiennent, est-ce que... là, on s'aperçoit aussi à travers ces images un peu historiques, on se rapproche, bon, il y a le cadre, comme on a vu, la cité, les murs, les taudis, mais il y a l'humain. Et justement, Mohamed Bourissa, dans votre grande série sur Périphérique, que vous avez commencé en 2007. On va voir après un exemple de cette période-là, on va dire, où on voit plus le contexte, où on voit plus la cité, on voit le lieu, on va dire. Et là, on se rapproche plus des visages, la cité, où la banlieue est hors champ, et on est vraiment... très très proche des visages, voir par exemple cette image qui s'appelle La Capuche, où on est dans un très très gros plan. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Vous n'avez pas choisi celle du dinosaure, mais dommage. C'est dans un jardin, jardin à côté de chez moi. C'est quoi la question? Désolé. La question c'est... Vous êtes passé en fait on va dire d'un plan général où on voit le contexte de la banlieue, de la cité, au visage, au gros plan. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Celle-ci, elle est un peu particulière cette image, mais non, c'est pas tout le temps. En fait, cette série, je viens de la faire il n'y a pas longtemps. Et non, en fait, je crois que ces images-là que j'ai fait, moi j'habite à Gennevilliers depuis maintenant à peu près presque 10 ans déjà. Donc ça, c'est les gens qui habitent à la forme quartier. Donc voilà. Donc moi, en 2005, j'avais fait une série de photographies dans plein de banlieues différentes. Et effectivement, elles étaient plus dures. Ça représentait aussi des halls, pour le coup. Et effectivement, je pense que cette série-là, elle a une forme de tendresse, de douceur, de joie, je crois. Et il y avait cette dimension-là, je pense, qui est assez différente. Par exemple, le visage qu'on voit en gros plan. Donc c'est un ami que j'ai photographié. Et effectivement, il y a c'est beaucoup sur la figure du musulman. Vous voyez. Ouais. Donc voilà, moi je m'intéresse aussi aujourd'hui aux musulmans, de la manière dont ils sont représentés, traités dans les médias, la violence qu'il peut y avoir, et qu'est-ce que c'est que d'être musulman aujourd'hui, qui ils sont. Voilà, effectivement, j'ai une tendresse, je suis aussi musulman, j'ai des amis qui le sont, ma mère l'est. Et j'avais envie de présenter un peu ce visage, un peu une sorte de stéréotype, cette vision un peu stéréotypée, allez, vas-y, je mets les pieds dans le plat, de terroriste, un peu cette idée un peu stéréotypée qu'on a. Et pour moi, il y avait une forme de tendresse dans ce visage, il y avait une note de douceur. Oui. Et elle va à l'encontre peut-être de cette image qu'on peut avoir des musulmans aussi. Oui. Et voilà, moi je pense qu'il y a de la tendresse dans les dernières images que j'ai pu produire. C'est pour ça que je me suis plus rapproché. D'accord. Mais c'est vrai que cette image en particulier, moi j'ai l'impression que c'est un visage qui est auréolé quand même de blanc. Il y a vraiment... à fond, hyper... À fond auréolé. Ouais, il y a une dimension un peu qui prend dans la peinture religieuse. Oui, voilà, oui, on peut en parler complètement. Voilà, effectivement, ça pourrait être un saint. Un peu minimal, le blanc... Oui. Je trouve qu'il y a un petit côté catholique aussi. Ouais, à fond. Et puis, mais ce que j'aime beaucoup dans cette composition, c'est le cercle. Oui, tout à fait. C'est cette composition du cercle et du visage qui est à l'intérieur du cercle. Là. Tout à fait, voilà. tout à fait. Et sur Anouar, vous avez quelque chose à nous dire? Parce que là, bon... disons que celle-ci, elle est plus classique. Elle correspond plus aux images que j'ai pu produire en 2005. Mais voilà, ils sont dans un parc. C'est un moment de tranquillité, c'est un moment de discussion, et le regard est peut-être pas porté directement à la caméra. On a l'impression qu'il est porté à la caméra, mais il est un peu en décalage. Et voilà, c'est une histoire qui à la fois se répète, mais qui se construit autrement. Et puis aujourd'hui, moi, quand j'ai fait cette série, j'avais à peine 30 ans. Et là, cette série, j'en ai 45. Donc effectivement, mon regard a changé aussi. Le regard porté, il change, voilà. Et oui.
Sur la table ronde, juste avant, il y avait une femme du public qui a pris la parole en parlant des masculinités, des représentations des masculinités dans les quartiers populaires et dans les banlieues. Et justement, sur la photo d'Anouar, là, on voit un adolescent, en fait. On voit juste un adolescent et on voit un apaisement d'adolescents. Exactement. Enfin, je ne sais pas si les adolescents sont apaisés. Mais... Non, je ne pense pas qu'ils sont plus apaisés que nous. Au contraire, je pense qu'ils sont pleins, ils sont tiraillés. Mais effectivement, moi, voilà, il y a ce visage-là, pour moi, il est plein de douceur. Et il n'est pas du tout dans une forme de... Enfin, je sais pas, tout à l'heure, j'entendais des choses dire, voilà, il y a une certaine forme de représentation de la banlieue. Moi, on parle de la banlieue, déjà, ça me pose la question de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Puis après, vous avez parlé des halls. Moi, je me dis, mais en fait, effectivement, il n'y a pas que des halls. Donc ça cadre et ça veut recadrer encore. Voilà, moi on parlait des histoires des gens, on parlait des récits des gens. Ben, moi, effectivement, là, on est plus rapprochés, on a un visage, on a un regard, il y a une forme de douceur et donc aussi de contemplation. Et voilà, pour le coup, elles reprennent les mêmes compositions que j'ai pu faire, mais d'un autre regard. Voilà. Et on a une autre lumière aussi. Je trouve que cette lumière, oui, ce que je disais, c'est que pour moi, il y a de la douceur. Il y a de la douceur, il y a une forme de tendresse, une forme aussi d'amour aussi. Vas-y, hein, on met les mots dessus. Voilà, et ça, c'est des choses qui pour moi sont aussi importantes qu'évidemment que le côté social aussi qui est important, de contestation, de protestation, mais aussi voilà. Je pense qu'il y a ça, parce que j'ai toujours travaillé avec des gens qui m'entouraient, voilà. Aussi. Et alors justement, avec Maud, on se posait la question, est-ce que l'humain est le moteur des personnes qui s'intéressent à la banlieue, ou en tout cas à les représenter ou à parler d'eux? Est-ce que là, par exemple, on voit pareil une photo on commence à se rapprocher un petit peu, bon là, c'est un petit problème de transport en banlieue. Au passage, on en parle, même si ça date de 1974. L'humain, William Keogh. Je pense que, par mon prisme du photojournalisme, la banlieue, les murs, le béton, c'est qu'un contexte. Pour moi, ce qui est important, c'est les interactions humaines, c'est ça quoi. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnages. Des murs restent des murs. Ça peut être une série, peut-être. Si on raconte, si on fait une série, si je fais une série par exemple sur des bâtiments, sur tout ça, c'est que du contexte en fait. Et le facteur humain est extrêmement important parce qu'il s'y déroule et même plus intéressant que la banlieue en eux-mêmes. La banlieue, c'est vraiment que le contexte. L'histoire qui est racontée, c'est celle d'humains, c'est celle de descendants d'immigrés, d'amis à moi, de gens perdus, de gens qui galèrent, de gens qui partent pas en vacances. C'est ça qui est intéressant. La banlieue, la cité, les zones pavillonnaires aussi, tout ce qui maille ce territoire, c'est qu'un contexte en fait. Et je pense que c'est important de le resituer, mais le facteur humain est bien sûr extrêmement important. Vous avez notamment deux terrains de travail. Vous photographiez dans les banlieues et vous photographiez aussi dans les terrains de guerre. Est-ce qu'il faut y voir un lien ou pas du tout? Je sais pas. Disons que quand moi j'ai commencé à beaucoup travailler à l'étranger, surtout plus en Syrie, en Irak ou au Liban, dans des zones de tension. C'est surtout pour fuir la banlieue en fait. C'est un territoire, je pense que pour ceux qui habitent en banlieue, on l'aime autant qu'on la déteste. Moi j'y habite encore, mais je trouvais ça important d'en parler. Parfois je trouve des ponts qui sont assez intéressants, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup aussi en Israël et en Palestine. Bon, on ne va pas faire de débat dessus, mais des choses que je vois chez des jeunes Palestiniens, je vois des similitudes qu'il y a dans certains quartiers difficiles comme celle des Bedottes, tout genre de choses, où il y a un côté extrêmement insulaire, d'isolation sociale, d'exclusion sociale aussi qui est extrêmement fort. Et donc, oui, donc du coup on peut quand même faire certains ponts en faisant attention, quoi. Des ponts, mais en faisant attention, oui, quand même. Mohamed Bourouissa, vous avez commencé votre série périphérique suite aux émeutes de 2005 aussi. Oui. Pourquoi ça a été un déclencheur et qu'est-ce que vous en gardez encore aujourd'hui? Là, on parlait de douceur. À l'inverse, il y avait beaucoup de violence et nécessaire, j'imagine. Voilà, le déclic est... Ouais. Alors moi,
J'ai commencé la photo exactement en 2002-2003. J'avais une première série qui s'appelle Nous sommes Al. Et après cette première série, j'ai eu la chance de rentrer aux Arts Déco. Et puis à travers cette école, j'ai pu un peu approfondir mes études en photographie. Et c'est vrai, très vite, j'ai commencé à aller vers la photographie plasticienne et puis la mise en scène. Moi, j'ai toujours travaillé sur le même sujet. Et quand j'ai commencé à faire cette série périphérique, effectivement, je pense que moi, j'ai un petit souci avec le photojournalisme. Ça m'a toujours posé problème. Donc, j'ai toujours trouvé ça un peu l'histoire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pas le photojournalisme uniquement presse, mais aussi télévisuel, enfin la télé et tout ça. C'est-à-dire, il y a l'histoire effectivement de ce qu'on représente, l'image présentée, puis le commentaire de ce qui est représenté. Donc à partir du moment qu'il y a ça, ça construit un récit qui n'est pas obligatoirement le même. Et souvent les photographes, quand ils photographiaient, il y a eu toute cette période un peu qu'on a eu un peu une sorte de dramatisation et de fétichisation de la représentation, de la question sociale en banlieue et tout ça. Donc ça m'a beaucoup marqué d'un point de vue photographique où j'étais vraiment gêné et moi je me reconnaissais pas dans cette photographie. Et puis il y a une photographie très stylistique où on prenait le cliché très proche de ce qu'avait pu faire Henri Cartier-Bresson et des noirs très profonds avec des contrastes très forts et pour renforcer la dramaturgie de l'image. Il y a tout un travail comme ça photographique. Puis après moi j'ai pu rencontrer des photographes qui m'ont beaucoup marqué, dont je parle d'une première série qui s'appelle Nous sommes Al. Désolé, je vais essayer d'être court, mais je peux pas faire court pour le coup. Et donc la première série de photographies Nous sommes Al était inspirée d'un photographe qui s'appelle Jamel Shabazz, qui est un photographe américain qui habitait les quartiers du Bronx, enfin en tout cas à New York, et qui photographiait les gens dans leur style, comment ils étaient habillés, et racontait leur histoire, leur identité, et les représentait avec une forme de dignité. Moi, ça m'a beaucoup touché, parce que je retrouvais ça ici en France. C'est-à-dire qu'il y avait une forme un peu misérabiliste. C'est bon, je dis les choses comme je pense, il faut. Et donc voilà, donc il avait cette photographie où en fait ils avaient une forme de dignité. Et ça, je l'ai retrouvé aussi avec des gens comme Gus Sander, ou bien la photographie chez Jeff Hall ou Jean-Luc Poulen. Ce sont des photographes qui m'ont beaucoup marqué dans mon parcours. Et quand on arrive en 2005, moi ce qui m'a beaucoup, je me suis dit en fait je voulais aller à l'encontre de cette représentation, mais en même temps en questionnant la représentation et d'une manière un peu naïve d'intégrer ça dans une histoire de la photo, mais aussi de la peinture. D'intégrer en fait ces représentations où en fait, il y avait uniquement une représentation journalistique et avec des commentaires sociaux, mais de ne pas en faire une représentation du beau, c'est-à-dire qu'ils étaient beaux, de recomposer ces images un peu comme on les composait dans les peintures classiques, et avec des gens qui m'entouraient, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait la série est née de Périphérique, et j'ai travaillé 3 ans pour la faire. Donc là, on a une image qui s'appelle La République, qui était complètement inspirée de la liberté de Guy dans le peuple de Delacroix, qui était à Clichy-sous-Bois, en 2006. Peut-être une réaction, William Keogh. Est-ce que vous vous sentez oppressé dans le photojournalisme? Alors, il y a des choses où je me retrouve beaucoup. C'est vrai que dans le photojournalisme, on questionne beaucoup la question de la dignité, du respect. Je trouve ça très juste, et même c'est des questions, même au sein de l'agence Magnum, on se pose la question de la représentation, la question de la culture. C'est vrai que souvent, quand on aborde des sujets comme la banlieue en France, c'est sous un angle extrêmement sensationnel, et ça dépasse très peu la voiture brûlée, les gens qui crient, la drogue, et souvent c'est des photographies qui sont noir et blanc, qui vont rappeler aussi la dramaturgie des choses comme la haine, le film, ce genre de choses. Et c'est vrai que les représentations douces de banlieue et des choses plus justes, elles sont moins visibles, et je suis extrêmement d'accord avec cette remarque. C'est que moi, dans même tous les sujets que moi j'aborde, pourtant je vais sur des terrains parfois qui sont extrêmement durs. On se pose aussi la même question sur ces terrains du respect, de la distance. Est-ce que c'est le visage d'un mort qui intéresse? Est-ce que c'est l'idée de la mort? Toutes ces choses-là sont extrêmement sont pertinentes, et il faut se questionner parce qu'elles ont sa place. Donc je pense que le photojournalisme, d'une part, a beaucoup changé. Et d'une part aussi, je vais être très honnête, les gens que je photographie en banlieue, je les connais, me connaissent. Ils ont mon adresse, j'ai leur adresse. Je ne veux pas qu'il y ait de conflit. Et des fois, en fait, simplement, j'ai pas envie de représenter de la mauvaise manière des amis ou des gens que je connais. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je refuse parfois souvent
beaucoup de commandes, parce qu'on me demande parfois des sujets, quand il y a eu les émeutes dans l'année avec Naël, les révoltes urbaines, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner en me disant on a besoin de ça, ou t'ailles dans tel endroit, ou t'ailles à Nanterre et tout, et en fait j'ai juste refusé, je voulais pas faire ce type d'image. Il y a d'autres gens qui le font, ce sera pas moi, c'est pas le propos que je cherche, mais c'est vrai je pense qu'il faut aborder ces questions de façon différente, et surtout que ces images et la représentation de violence qu'on a, c'est juste la réaction historique du bout de chaîne d'une succession de crises qu'il y a eu avant. C'est un processus historique, c'est comme tous les conflits, c'est des processus historiques. Personne ne se lève le matin en disant je vais soulever mon quartier, ou je vais couper la tête du président ou d'un dictateur. C'est des processus historiques, et je pense que dans ma mission, entre guillemets, ce que j'essaie de faire, c'est de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant pour arriver à ça? Il s'est passé plein de choses, des dysfonctionnements qui arrivent à là. Et c'est des questions qu'il faut se poser, et en photo qui sont extrêmement difficiles à faire, parce que c'est quand même un médium qui a énormément de limites. Mais en tout cas, moi je suis pour en tout cas changer les manières de faire en photographie, aborder les choses de façon différente. Je vais parler de quelqu'un, Cyril, qui est là aussi, qui est photographe pour Libération. Il a fait un énorme travail aussi sur il me semble, un hôpital, un centre social de quartier. Et lui, ce qui l'intéressait aussi, c'est l'espace, la place dont ces gens-là qui étaient aussi soignés, enfin comment ils occupaient l'espace de ce centre social. Et je trouve que c'est extrêmement sensible, c'est des boulots comme ça dont on a besoin. Oui, je voulais ajouter justement à ces propos, en tant qu'éditrice photo depuis pas mal d'années, il y a vraiment eu une évolution dans la photographie photojournaliste. Et c'est vrai que les photographes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles et sensibles aussi à la dignité, et sont aussi certainement un peu plus engagés aussi dans leur sujet, avec des sujets au long cours. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'il y a des photographes très différents, il y a des supports très différents dans les médias, et on retrouve en effet cette image un peu cliché de l'esthétique, en effet ce que tu disais, William, pardon, sur ce qu'on te demandait de faire. Oui, on voudrait que tu fasses ça comme image. Bah non, moi j'ai pas envie de faire ça comme image, c'est pas ça que je vois. Et le regard des photographes est beaucoup plus pointu et exigeant. Une chose, moi je parlais de 2005 à l'époque, mon regard. Et effectivement, il y a eu un grand changement. Moi je l'ai vu aussi dans le photojournalisme. Pardon, voilà, c'était 2005. Pour rebondir à ce que tu dis là, même si 2005 ça paraît loin, tu vois, l'an dernier, sur les révoltes urbaines, il y en a eu des photographes qui sont venus pour les mêmes raisons. Et tu vois, récemment, Nanterre, moi j'y suis retourné quand tout le monde s'en foutait concrètement. Et les gens me disaient, bon, il y avait du monde, il y avait des journalistes énormément pendant cet été. Moi, je suis allé quand? Je suis allé vers novembre, décembre, et je suis retourné plusieurs fois. Les gens m'ont dit, t'es le premier journaliste qu'on voit depuis. Les autres sont à des repas de Noël et en vacances. Donc, je pense que la différence, les sujets long cours font des vraies différences en photo. Et aussi, je pense, pour ceux qui ne pratiquent pas la photo, je pense que le développement les projets photos prennent tellement de temps. On passe beaucoup de temps. Une photo, c'est un 300e, un 4 millième de seconde. Mais il y a tout ce qui est autour, tout ce qui passe, le temps qu'on prend à rentrer, et que les gens nous fassent confiance, ça prend beaucoup de temps. Donc, mais c'est vrai que, en tout cas cet exemple après les révoltes urbaines de l'an dernier, les gens étaient surpris de me voir me dire mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qui se pose la question de maintenant, quelles sont les cicatrices. Et je pense que le temps long, comme tu disais, fait vraiment la différence. Et je pense que même Libé travaille avec des photographes qui sont déjà très sensibles à des sujets long cours, et on n'appelle pas un photographe qui n'a jamais travaillé sur telle région. Et c'est normal en fait. Et d'aller hors des temps de crise. C'est ça, je pense que c'est comme ça qu'on construit des meilleurs projets, des meilleurs récits, et surtout qu'on sort du côté très sensationnel. Et je pense qu'il faut, comme tu disais Ramsès, réintégrer la banlieue dans quelque chose qui est très quotidien. Donc c'est pour ça que même des photos que moi je fais de barbecue, de gens qui font des dates dans des parcs, je trouve que ça a sa place quand même dans une série, et parmi elles, il y a peut-être une ou deux qui vont parler de révolte urbaine ou de manifestations. Je pense que c'est intéressant. Ramsès Kefi, quand vous partez en reportage, vous travaillez comment avec les photographes justement? Le regard est très important. Moi j'ai fait beaucoup de reportages avec Cyril, encore. Ça a été mon binôme. Non, c'est très très important, parce que le photographe voit des choses que nous on ne voit pas, d'abord.
Et puis surtout, pour faire le lien avec ce qui est dit, en fait, la banlieue, après, il faut questionner le terme, hein, vraiment, parce que banlieue, c'est très très large. N'hésitez pas à donner des exemples concrets de villes, de reportages. N'hésitez pas. Un exemple par rapport à quoi? Si vous avez un exemple concret de je suis parti dans telle ville en reportage, voilà comment on a travaillé. Si vous avez des oui, d'accord. Je suis preneuse. On a Champigny qui était là en fait. Hein. Champigny, on était tous les deux à Champigny-sur-Marne. C'était un dimanche matin. BFM avait ouvert par Champigny-sur-Marne un commissariat qui avait été attaqué. Et c'est la puissance de BFM. Quand BFM décide le matin que le commissariat attaqué va devenir le sujet numéro 1, ça devient le sujet numéro 1. Voilà. Mais ça nous ramène aussi à nos propres limites, parce que les quartiers populaires, comme les villages d'ailleurs, ne sont pas des rubriques en tant que telles. Il n'y a pas de, je parle de journalistes, mais en tout cas dans les médias dans lesquels j'ai travaillé, il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire d'avoir ce moment où en fait on va être dans des temps faibles et être capable en fait de comprendre des choses, d'anticiper des choses aussi. C'est pour ça que pendant les révoltes urbaines, beaucoup de journalistes de presse écrite ont du mal à rentrer maintenant. C'est très compliqué. C'était compliqué avant, mais là c'est de plus en plus compliqué. Parce que d'abord, il y a d'autres façons de communiquer. Il y a les réseaux sociaux. Donc les gens sont aussi leurs propres médias, leurs propres reporters parfois. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas un suivi quotidien. Donc quand il y a Champigny-sur-Marne, c'est un dimanche matin, commissariat attaqué, il y a tout ce qu'il faut pour... il y a aussi ce fantasme, entre guillemets, de la nouvelle émeute. On a peur de rater la nouvelle grande émeute de 2005. Et quand on arrive là-bas, d'abord, moi j'ai toujours... je pars toujours d'un principe, c'est que même si je suis né, j'ai grandi dans les quartiers, mon quartier de 2099, 99-2000, c'est pas les quartiers en 2021, 2023. Et puis surtout, les départements sont tous compliqués. Enfin, tout le monde a ses propres réalités et tout. Et donc à Champigny, on essaye déjà on regarde, je me prends toujours 5 minutes, et ça c'est Cyril qui me l'a appris. Hein. On se prend un peu de temps pour regarder, observer, prendre un temps de recul, même si on a 1 heure pour travailler. Si on prend les 2-3 minutes pour comprendre où on est, c'est déjà peut-être mieux pour avoir ces petits détails qui vont faire la différence. Et puis le photographe et le journaliste ont deux, comment dire, peuvent raconter 2 histoires différentes. Ouais, en fait, le photographe, il va voir sa facilité, notamment à ce moment-là, il y a eu Valérie Pécresse qui était venue. C'était vraiment un événement express, c'était vraiment la peur que ça explose vraiment. Donc en fait, tout le monde a débarqué entre 11h du matin et 14h, et à 14h30, c'était fini, en fait. On était déjà passé à autre chose. Mais pour un photographe, c'est peut-être plus simple quand il y a des personnalités qui arrivent, de photographier et tout. Et nous, on est à la recherche de mots, en fait. Ça veut dire qu'on est un peu dans un étau. On se dit, mais qu'est-ce que je peux raconter qui n'a pas été dit, en fait. Et du coup, là, sur la photo qu'on a vue, donc je ne sais pas si c'était un arrêt de bus ou... Non, c'est la photo avec la femme... Ah, ok, c'était... Ok. Ok, d'accord. Du coup, pas de question. Pas de souci. Pas de souci. Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière dans le temps, justement par rapport à cette image de Cyril à La Courneuve, qui est un arrêt de bus, et où il y a ce personnage comme ça qu'il sublime un petit peu. Je voulais poser la question à Damaris en revenant un petit peu en arrière. Oh, je cherche. Oui. Comment les photographes, à travers une personne, une silhouette, ont parlé de la banlieue, par exemple. Il y a cette photo de Robert Doisneau avec ce petit garçon qui est lui aussi un peu, pas sublimé, mais comme ça, qui vole comme un petit lutin. Cette femme très belle, très au Port-Royal, qui est à l'arrêt de bus dans les années 2000, ou même là, je sais que vous êtes une spécialiste d'Élie Lothar, qui a fait un court-métrage sur Aubervilliers qui est extrêmement touchant, où on voit justement une ville à l'abandon, vraiment, où les gens prennent l'eau dans les caniveaux, et ce regard de petite fille où ces gens qui vivent de façon très misérable. Et ce qui m'a frappé quand j'ai regardé un petit peu ce court-métrage, c'est la chanson, la ritournelle, qui disait « Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants de prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier ».
Alors, oui, alors ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que cette génération de photographes qui est active dans les années 20-30, qui commence à s'intéresser ou qui s'intéressent à ce qu'on appelle la zone ou les taudis, et ce sont des gens qui viennent du reportage. Tu as cité Henri Cartier-Bresson, on peut parler d'Élie Lothar, de Germaine Kroul, de Kertész, donc beaucoup de photographes qui... il y avait Douaneau tout à l'heure, une génération qui appartiennent un peu, qui ont forgé un peu le vocabulaire de la photographie humaniste. Donc des photographes qui ont voulu être à la croisée du reportage, d'une esthétique documentaire, et qui quand même ont, en plus avec les lendemains, accentués avec les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toute cette question de l'humanisme et de la photographie humaniste. Quelqu'un comme Douaneau est vraiment un exemple de cette photographie qui prend l'humain au centre, hein, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans une génération de photographes qui va être dans des propos plus radicaux qu'on va avoir un petit peu plus dans les années 70, 80, quand on commence à s'intéresser à la question de territoire, où on commence à faire évacuer l'humain du paysage. C'est quand même une tendance aussi de la photographie. Et donc, il y a cette esthétique finalement un peu je pense aussi à un autre ouvrage de Douaneau avec Blaise Sandrard sur une banlieue, je ne me rappelle plus laquelle, où il y a cette idée de montrer malgré la misère, quand même de la vie, une certaine humanité, donc qui passe aussi par des images clichés sur lesquelles quand même toute une génération de photographes, et tu le disais, qui avait pu rebuter en fait, c'est-à-dire après qu'il y ait eu Family of Man en 55, cette grande exposition de Station qui a été vraiment l'exemple de la photographie humaniste, qui montrait beaucoup d'enfants aussi, eh bien il y a eu quand même une sorte de rejet à partir des années 60-70 des photographes pour dire mais ces images, elles sont beaucoup trop mièvres, il y a ce petit côté Henri Cartier-Bresson, instant décisif, qui finalement est quand même n'est pas en phase avec les réalités sociales. Et ce qui vient après, c'est des générations de photographes qui veulent un peu plus s'attarder, qui veulent plus analyser et mettre dans le cadre à la fois la figure humaine et les conséquences en fait aussi de ce qui modèle la vie de chacun de ces humains. Oui, c'est vrai que c'est tout. Il y a vraiment cette complexité dans la photographie où en effet où il y a une esthétique de la misère avec la photographie humaniste, mais pas totalement misère, mais qui rend joli, comme ce petit garçon qui saute joyeusement. Et en même temps, il y allait vraiment, parce que quand on voit certaines images de grande misère, etc., ou de visages ou de clochards qui dorment dans les rues. Il y a ce côté aussi surréaliste, un peu radical. Ouais. Donc il y a vraiment un truc... Et peut-être que je voudrais rajouter et préciser quelque chose, puisqu'on a parlé aussi beaucoup des usages. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, et peut-être aussi pour sauver un peu ces photographes qu'on a peut-être un peu... un petit peu méprisé à cause de cette imagerie, c'est que très souvent, il y a une très forte distinction à faire quand ils exposent ces photographies dans un régime, quand on leur demande de les exposer dans un contexte plus artistique. Et donc, ils sortent leurs meilleures images, d'une certaine manière. Et les images qu'ils font souvent pour la presse, quand on revient à la source et quand on voit les textes, c'est tout à fait clair, il n'y a pas cette esthétisation, mais on est aussi à un moment où se construit une certaine histoire de la photographie, une certaine histoire visuelle, et donc on a dû aussi faire des icônes. Et donc ces photographes qui publiaient, Douaneau, il publiait beaucoup que pour la presse, essentiellement. Ces images, quand il les publie, elles sont inscrites dans une réalité, mais c'est vrai, après elles ont été au même moment, elles sont devenues... autre chose, et elles ont perdu peut-être leur tension qu'elles pouvaient avoir à la base. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi les photos les moins connues, ou alors des photographes moins connus. J'aimerais juste citer Jacques Windenberger, qui lui s'est consacré complètement à la photographie sociale dès ses débuts de photographe, où il était à Paris, où ça lui plaisait pas du tout, les paillettes et Paris. Il est allé vivre à Sarcelles au début.
Il y est resté 10 ans. Ensuite, il est allé dans le sud de la France et il a vraiment accompagné, il a vraiment photographié de l'intérieur les immigrés, les ouvriers, etc. avec une simplicité qui a fait de lui un photographe finalement pas connu. Justement, il n'a pas fait de photos iconiques, mais il a fait un travail extrêmement dense. Voilà, donc j'ai intégré quelques images car je sais que Mohamed a déjà aussi travaillé avec lui et est sensible à cette humilité photographique. Oui, mais enfin, en fait, je trouve que c'est un photographe extraordinaire. Si on peut avoir son travail, peut-être. Voilà, il avait fait ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... alors effectivement, elles n'ont pas ce côté peut-être saillant, hyper esthétisant. Mais je ne sais pas, moi je l'avais à Arles, j'avais fait une exposition en 2019 à Arles et j'étais marqué par son travail, j'avais été subjugué par la manière dont il traitait et c'est surtout que pour moi il est entre la limite du photographe journalistique mais aussi de la photographie conceptuelle. Il est vraiment dans cet entre-deux. Et ça pour moi c'est une marque, par exemple l'autre photo qu'on voit, juste que tu as montré, celle-ci mais l'autre, celle-ci, tu vois, elle est d'une simplicité, je trouve qu'elle a une douceur aussi, et on sent qu'en fait, alors peut-être c'est très intuitif la manière dont moi je perçois cette photographie, tu vois, je ne pourrais pas la traduire d'une manière plus théorique, mais en tout cas, moi j'y trouve une forme de regard posé, d'humanité et pas d'humanisme, voilà. Voilà, si je pouvais un peu... voilà. Et en fait, on avait fait un très beau projet, donc je finis là-dessus, je m'arrête. En fait, en 2019, je lui avais proposé de participer à une exposition au Monoprix de Arles. Et à la fois, on a eu l'occasion de présenter sa photographie dans mon expo, et en même temps, il avait eu envie de faire un reportage sur les gens qui travaillaient au Monoprix, parce que c'est un Monoprix qui avait 200 personnes et qui est revenu à une vingtaine de personnes. Et il avait envie vraiment de travailler, de rendre visibles les gens de ce Monoprix et de les exposer à l'intérieur de l'exposition. Donc voilà, c'est un peu sa pratique. Voilà. Il y a une photo qu'on a beaucoup aimée en travaillant, une photo de William Keogh. Et je me demandais, on l'a encore ? Je me demandais si c'était, enfin on se demandait si c'était une photo prise sur le vif ou une photo mise en scène. Non, c'est une amie à moi en fait. Donc c'est pas mis en scène. Elle dormait vraiment dans un petit parc à Aulnay. Non, c'est pas de la mise en scène, parce que dans le photojournaliste, la pratique et la rigueur que je maintiens, que je m'impose en tout cas, il n'y a pas de mise en scène, mis à part si jamais il y a des portraits posés où c'est assez évident, quoi. Et pourquoi, à l'inverse, Mohamed Bourouissa, partir sur de la mise en scène ? À la base, quand j'ai commencé la photographie mise en scène, je pense que c'était un peu pour réquestionner un peu l'image médiatique qu'on pouvait avoir sur la banlieue. Donc, c'est-à-dire à la fois, on est en train de regarder ce qu'on pense savoir d'un lieu, et en même temps, cette photographie, elle est mise en scène, donc elle requestionne le propre regard de celui qui regarde. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ça, c'était une des premières images que j'ai réalisées qui s'appelle La Fenêtre. Voilà. Alors justement, en parlant de fenêtre, Mohamed Bourouissa, il y a cette image qui nous a aussi beaucoup intrigués avec Maud quand on l'a montée. Parce que moi j'y vois vraiment une énorme référence picturale. Je vois des fenêtres partout. Je vois des tableaux partout et je vois surtout ce chat. Alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est quoi la question? En fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez un peu nous décrypter cette image ou cette mise en scène où il y a un écran, une fenêtre, à travers on voit un homme, il y a un tableau posé sur la fenêtre, un cadre dans le cadre et cette porte complètement à droite avec ce chat. Enfin, moi, ça me fait penser à Velázquez, en gros. Velázquez, complètement. Degas aussi. Oui, bah ça fait partie un peu du background de l'image, mais... Mais par rapport à la banlieue, qu'est-ce que... Bah, je pense qu'il y a aussi une représentation de la figure déjà féminine et aussi la figure des jeunes filles maghrébines. Et à la fois une représentation érotisée de leur propre corps et en même temps, elles qui sont dans une force aussi dans la manière de se représenter et d'un moment donné
dominer leur propre image qui aussi ou qu'on projette sur eux-mêmes. Donc pour moi, ça c'était hyper important de représenter cette figure. Qui est un peu une figure iconique. Ce qui est très drôle, c'est qu'au même moment où je fais cette image, il y a Kim Kardashian qui produit à peu près la même image avec un téléphone. Donc je pense que non, j'ai pas vu l'image de Kim Kardashian avant. Hein. J'ai fait l'image et en fait j'avais vu après ensuite cette image-là qui était passée. Donc aussi il y a un rapport et on remarque dans les dernières images que je mets beaucoup de téléphones. C'est-à-dire le téléphone, ça a été un objet qui était que j'utilisais énormément dans mes photographies. Et voilà, en plus, il y a aussi... Moi, je m'intéresse aussi au happy slapping à un moment donné, dans les dates 2005, il y avait aussi le début du téléphone et des représentations. Effectivement, la figure d'Assa aussi, qui est née et qui a eu son importance via les réseaux sociaux. Donc l'impact de l'image via les réseaux sociaux aussi, c'est aussi important. C'est pour ça que cette image-là, effectivement, c'est l'image de main. Oui. Alors, en parlant de téléphone, William... Et elle s'appelle Scroll. Oui, Scroll. Je vais scroller un petit peu vers le haut. Je suis perdue dans ce diaporama. Je vais me retrouver. Justement, Scroll. Là, on est aussi avec du téléphone. Et cette image, moi, elle m'a beaucoup amusée parce qu'on pourrait presque dire que ça peut être une image de Mohamed Bourouissa. Je pense qu'on sous-estime aussi la place du téléphone, même dans la jeunesse et surtout en banlieue, enfin tout court chez les jeunes. Mais c'est vrai que moi, pendant les révoltes urbaines et même dans la vie quotidienne, Snapchat, Telegram, le téléphone, Twitter, ça joue des rôles décisifs à un certain degré. À Aulnay-sous-Bois, là où je vis, en pleine émeute, je me posais la question, mais je posais des questions à des amis à moi qui habitent dans le quartier, qui sortaient justement pour aller brûler des voitures ou des poubelles. Je leur dis, mais vous n'êtes pas en train de jouer à qui va le plus brûler son quartier? Et j'ai l'impression que il y a une place de la représentation de la vie des quartiers qui est faussée, je trouve, quand on la regarde à travers les réseaux sociaux. Il y a une manière de se mettre en scène qui, je trouve, est assez intéressante. Mais ça, c'est une photo que j'ai fait à Nanterre, à Pablo Picasso, bien après les révoltes urbaines. Et en fait, j'avais demandé à des amis que je connaissais, ce qui me disaient en fait que sur les toits de Pablo Picasso, qu'ils avaient organisé, en fait, ils avaient mis des petits cailloux sur les toits, qu'ils avaient fait monter un caddie, qu'ils avaient rempli des caddies de pierre pour les balancer sur des CRS s'ils venaient. Et en fait, fallait monter. Et il y a vraiment une place du téléphone et de la représentation de leur quotidien qui est, je pense, un peu faussée et assez mis en scène, et que je trouve intéressante, parce que finalement, en passant mon été avec des gens qui ne partaient pas en vacances, ils sont tous sur leur téléphone, mais ensemble. Donc, du coup, en fait, vous avez photographié sans mettre en scène, une mise en scène. Exactement. Et après, j'ai une vidéo qu'on a pris de moi, puisque tout le monde devait monter, mais il y a des gens qui m'ont filmé en train de galérer à monter sur ce toit aussi. Oui, parce que ça avait l'air sportif quand même. Je suis sur Snapchat, sur certains Snapchat de certains mecs de Nanterre en train de monter ce toit, quoi. Il y a le mot ensemble. Ensemble. En fait, à chaque fois, il y a du collectif. Enfin, pas à chaque fois, justement, mais souvent, il y a du collectif qui est montré, il y a du collectif avec de l'affection. Qui, pour le coup, est peut-être pas dans les représentations habituelles. Peut-être, Ramsès Kefi, comment est-ce qu'on montre ça, le collectif et l'affection, dans des moments en tant que journaliste où on demande souvent de traiter les moments de crise? Est-ce qu'on a la place de le montrer? En fait, on en revient à ce qu'on disait au départ, je pense. C'est que, entre guillemets... Ah, de mettre le PowerPoint plus blanc. Plus lent, ah. C'était l'avance rapide. J'ai perdu le fil. Sur comment est-ce qu'on montre le collectif et de l'affection, et vous disiez, c'est ce qu'on disait au début. Ouais, ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, c'est un mea culpa, c'est-à-dire que techniquement parlant, le journalisme est moins, il y a moins d'angles quand on va dans les quartiers populaires. Quand on va en banlieue, en fait, on nous demande moins d'angles, d'être beaucoup moins exigeant sur l'histoire qu'on veut raconter. Parce que souvent, on y va pour ce qu'on disait sur les révoltes urbaines ou autres, en tout cas des événements qui se reproduisent dans le temps. Et en fait, ces moments-là, la photo, moi je trouve ça extraordinaire. Donc, mais à l'écrit, en fait, il faut partir d'une histoire. C'est très difficile de pouvoir raconter des histoires d'affection, ou de glisser de l'affection, de la tendresse, de l'amour dans les papiers,
si on n'a pas le début d'une histoire et si on n'a pas un travail, si on ne part pas avec l'idée de travailler sur les personnages, entre guillemets. C'est-à-dire que, y compris à l'écrit, dans le journalisme, on est très fainéant dans la description physique, par exemple. On va dans les quartiers, mettons-nous dans l'idée qu'il n'y a pas de révolte urbaine, il n'y a rien. On est toujours sur ce truc, il porte une capuche, il a des baskets, il a sa banane, sa sacoche. Et en fait, on est très peu dans les petits détails. Ça veut dire, on va très peu sur les descriptions physiques qu'on peut avoir sur des portraits dans d'autres territoires. Sur les yeux, les lunettes. Parfois, vous avez des gens qui sont très bien habillés dans les quartiers populaires, des anciens. On est très peu dans cette description. Parfois, on va dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui sont retraités, par exemple, des usines. Et on dit les Chibani, comme si tous les Chibani se ressemblaient tous. Alors qu'en fait, vous avez des anciens qui adorent bien s'habiller, d'autres qui viennent en survêtement. Et en fait, je pense que la tendresse, le collectif, il ressort de pourquoi on y va. Ça veut dire que si on a une histoire, quand je dis avoir une histoire, c'est aussi avoir une raison d'y aller. Dans les révoltes urbaines, il y a un truc qui est faussé dans le journalisme, c'est qu'il y a tellement de monde qu'en fait, il y a un truc un peu... C'est un brouillard, en fait. Donc, et la deuxième chose, c'est d'avoir la même exigence qu'on a pour les quartiers populaires qu'on a avec les autres. Même sur les portraits, je pense, de gens issus des quartiers populaires, on est un poil moins exigeant qu'avec les autres. Mais alors justement, Ramsès, ici, chacun a parlé à travers son travail de la représentation de la banlieue. Je crois que vous avez apporté un petit extrait à lire ou pas. C'est vous qui m'avez demandé. Hein. Oui, oui, bon. Je ne veux pas me la raconter. Non, ouais, je vais lire. Bah, c'est très court, hein, je ne veux pas apprendre. Oui, non, mais que c'est très bien que ce soit très court, mais c'est justement là, comme vous parlez des histoires, que c'est difficile de raconter les détails, en fait, qu'est-ce que vous racontez? Comment nous, avec des mots, on peut se représenter la banlieue à travers vos mots? Bah, en fait, j'ai pris juste 2 extraits que je vais essayer de retrouver là. Le temps est compté, mais la vie est... Pendant qu'il cherche, j'en profite quand même. Ramsès écrit une super nouvelle qui s'appelle Harissa Potter. Et il a des super descriptions d'un jeune qui s'est fait virer de sa classe, qui m'a fait beaucoup rire, mais il est sur de l'ultra détail. Et ça donne beaucoup de corps et enfin voilà, ça fait beaucoup de travail d'imagination. Il t'écrit très très bien. Et ça va? Merci, c'est gentil. Hein. Non, j'ai pris un premier extrait très court qui est sur une ville qui s'appelle les Ulysses en Essonne, qui est une ville très particulière sur l'architecture en fait. Et donc, c'était à l'occasion d'un documentaire qui a été tourné par un mec qui a vécu dans la cité. Et en fait, ça m'avait vraiment marqué, donc j'avais commencé le papier par là. Donc, je vais essayer de lire. Ouais, voilà. Olivier raconte sa jeunesse au travers de l'architecture des Ulysses, laquelle aurait fabriqué une pensée commune, la sensation d'avoir poussé dans une ville bulle. De prime abord, ça se tient. On a construit, démoli, accueilli, tenté dans ce pan d'Essonne agricole laissé à la classe ouvrière. Une bulle de pierre. Les numéros et les lettres de bloc ont longtemps servi de repère, le nom des rues étant inconnu. Pas de gare, ni de centre-ville identifiable, mais du béton en rab, à l'horizontale comme à la verticale. De loin, une forêt de bars, une bulle de mélodie aussi. Olivier Vogna, dit fixe, a jadis tapé le ballon au pied de son immeuble avec un voisin jouant du saxophone par la fenêtre. Une commune nouvelle, dont la fiche Wikipédia annonce dans l'introduction un repentir. Il y est question de corriger les erreurs du passé, comme si les Ulysses avaient 200 ans. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième, il faut que je le retrouve. Ce que j'avais pris en photo. Et du coup, là, on a un bon mélange entre ce qu'on se disait au début, entre le contexte, entre les murs, ce qu'on voit, et en même temps, comme on suit quelqu'un, on est vraiment dans l'incarnation, dans le fil rouge. Là, le corps, c'est la personne, et le contexte, on est derrière ses yeux, mais les deux sont vraiment intriqués. Ouais, c'est ça. Vous l'avez très bien dit. Et la deuxième, c'était, en fait, quand je parlais des histoires, pour être un peu plus concret, moi, je suis parfois passé à l'IB par la rubrique food, la rubrique nourriture, pour raconter des histoires de quartier. Je trouvais qu'en fait, on arrivait à faire passer des choses, pas qui sortaient de l'ordinaire, mais de la vie quotidienne, des quartiers populaires, qui est très mal connue finalement. La routine des gens, au sens le plus drastique du terme,
Elle est très peu connue. Donc, je raconte dans un papier les gens des Yvelines, dont je suis issu, qui le samedi soir s'agitaient un peu sur les parkings pour aller manger une crêpe à Paris. C'était un peu le voyage. Donc, je me mets pas trop en scène, mais je me mets un peu en scène quand même. Il y a un peu de moi là-dedans. Donc j'écris, ado, on écoutait les aînés assis sur des rondins de bois au milieu des petits immeubles chanter des odes à la crêpe nocturne. Ce n'était pas tant la gastronomie qui les rendait lyriques, plutôt le rituel. Rouler, rôder, respirer. Le week-end, très tard, ils démarraient leur caisse et disparaissaient entre les arbres fruitiers, l'abribus et le supermarché. Dans les vieux téléfilms américains, les lycéens rêvaient de la route 66 pour admirer les coyotes et les filles en short à Baxter Springs. Nous, on a fantasmé la A13 Paris, Yvelines, Normandie pour bouffer de la pâte mélangée à une tripotée de conneries. 2003 ou 2004, première crêpe vers le faubourg Montmartre à Paris après minuit avec 3 camarades. Un peu moins d'une dizaine d'euros. On découvre, on saboure, on abuse. Une salée, une sucrée, une boisson chacun. Une fois l'affaire réglée, on traîne un peu dans le coin. Des amoureuses bécottes, des faux bourgeois enquis des expressos à 7 euros, et nous on se demande s'il y aura assez d'essence dans la voiture pour rentrer. On est jeunes, répus et fauchés. Sur le chemin, assis sur le siège passager, un pote ne décolle pas ses mains de ses poignées d'amour. Il pousse et masse des deux côtés de son ventre pour éviter que son nouveau cartable écrase un organe vital. Voilà. Merci beaucoup. Ah, merci. Est-ce que des personnes dans le public voudraient poser des questions à nos invités? Peut-être entre-temps que vous réfléchissiez si la... entre-temps, n'hésitez pas à faire signe dans la dernière demi-heure, vous serez prioritaire sur vos questions par rapport aux nôtres. Moi, il y a une question, alors tu te mettais un peu en scène, je vais le faire un peu. Moi, il y a dans ma famille qui est algérienne, qui vit en banlieue rouennaise, ce qui me marque beaucoup, c'est chez eux les portraits où il y a une grande fierté. Des représentations qui sont très mises en scène de la famille, avec vraiment des ports altiers de fierté qu'on garde dans le temps, et avec toujours ces mêmes photos qui sont là. Elle est où la place de la fierté dans les représentations qui sont faites de certaines banlieues, des banlieues aujourd'hui, par exemple dans les médias? C'est très large. Je dirais qu'elle est quasiment omniprésente et partout. Quand je vais dans des quartiers, souvent les gens sont très fiers d'où ils viennent. Ils défendent souvent leur quartier comme si c'était eux qui l'avaient construit, que ce soit même à Stein ou Les-sous-Bois ou Bedot ou à Saint-Denis. Et non, ce sont des gens, c'est pour ça que je trouve que c'est assez important la photographie. Je pense que tout le monde se trompe en disant que ça ne raconte pas forcément la vérité, ça raconte une perception honnête ou moins honnête d'une certaine réalité. Je pense que ça, c'est surtout la sensibilité du photographe. Je pense qu'on a souvent et beaucoup trop associé la photographie à raconter la vérité. Je pense que c'est le plus mauvais médium pour raconter la vérité, tellement on peut le mettre en scène. Et il y a des scandales année après année sur des prix photos, ce genre de choses. Ça donne une idée de perception. Je pense que c'est surtout des volontés plutôt des auteurs et des photographes. Si j'ai envie de représenter des gens fiers, parce que c'est ce que eux me font sentir, c'est ce que je vais faire. Et ça, je pense qu'il faut que les gens fassent confiance plutôt aux sensibilités des photographes. Mais si jamais je suis, on va dire, dans une position où je sens que les gens, il faut les représenter d'une manière, on va dire, misérable, entre guillemets, je pense que c'est ce que les photographes, c'est plutôt des questions de volonté des auteurs. Et les gens le seront toujours fiers. Et puis c'est vrai que moi, dans les photos que je prends, les gens ont toujours l'air fiers parce qu'ils savent que je suis là. Même si on aura beau se cacher derrière le truc du « ok, on veut s'effacer », les gens savent que je suis là. Même des fois, je venais des barbecues, entre la fois où la première fois je venais pour dire « je reviens la prochaine fois » et la deuxième fois, les gens venaient mieux habillés, ils mettaient leur maillot de foot de leur équipe préférée, ils mettaient une paire, ils allaient chez le coiffeur, ils faisaient leur contour, ils mettaient du gel. Donc ça questionne quand même la question, je pense, de la vérité. La photographie donne peut-être une idée, mais non, je pense que les gens seront toujours fiers quoi qu'il arrive et ils voudront toujours se faire représenter de la manière la plus fière possible. Je pense du moment qu'on respecte une certaine dignité, même dans des zones de conflit, je pense que les gens sont toujours très fiers, ils ont envie d'être représentés d'une manière forte.
quoi qu'il arrive, ils n'ont pas envie qu'on les prenne en photo de façon la plus vulnérable possible, ou en tout cas peut-être de façon anonyme, mais voilà, c'est tout ce que je vois. Mohamed Bourouissa, Damari Samaou. Moi, je dirais tout simplement, moi, je parle pas pour eux, allez leur parler direct. Hein. Je veux dire, en fait, effectivement, c'est compliqué de parler pour des gens. Leur dire est-ce qu'ils sont fiers, je ne sais pas moi. Non, la question c'était pas est-ce qu'ils sont fiers, c'est vraiment sur la représentation. Est-ce que parfois on manque pas de fierté dans les représentations qui sont faites? Je pensais à, j'avais fait un reportage, enfin j'avais eu au téléphone, pas un reportage, j'avais eu au téléphone une femme qui me parlait de Roubaix et qui disait moi jusqu'à temps que je vois Roubaix dans les banlieues, je pensais que Roubaix c'était Los Angeles. Et donc c'était plutôt dans cette idée-là de la représentation et pas que vous repreniez les propos de personnes. Vas-y. Non, mais en fait, moi, je prône le droit à l'opacité. En même temps, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit. Je me suis vachement retrouvé dans ce que tu as dit. Mais en même temps, je suis dégoûté parce que vous le savez maintenant. Je ne sais pas comment dire. C'est très bizarre de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, je prône le droit à l'opacité. Genre, on a le droit de ne pas tout dire, en fait, et de garder des trucs pour soi. Donc voilà, je répondrai à cette question comme ça. Bon, bah, pour finir... Sur la fierté, ouais, moi je pense que... Ah non, une question. Non, c'est bon, sinon ils vont vous couper. Merci beaucoup pour vos interventions. Là, on voit une photo de Montreuil, du stade des Grands Péchés. On a parlé aussi de l'esthétisation par la photo des quartiers qui sont dits dans une misère et qui sont dans une misère sociale et économique. Quel est le regard que vous portez sur la gentrification, sur les personnes qui arrivent justement dans les quartiers que vous avez vu évoluer, dans lesquels vous avez grandi et qui, de prime abord, n'appartiennent pas justement à cette histoire-là? Tu peux... T'as dit quoi? On peut faire un duo si tu veux. Non, moi je peux citer... en fait, il y a un écrivain qui s'appelle Omar Ben Lala et qui a raconté dans un livre l'histoire de son père Kabyle, qui a connu Paris il y a très très longtemps. Et en fait, il m'a raconté il n'y a pas très longtemps la dernière discussion qu'il a eue avec son père avant que ce dernier décède. Et il lui a dit, ouais papa, c'est bizarre, Ménilmontant, ça a changé, c'est plus comme avant. Et donc il était question de cette gentrification. Et son père lui a dit, en fait c'est super que les villes bougent. Il lui dit, une ville qui bouge, c'est une ville qui vit. Donc en fait c'est mieux qu'il y ait des nouveaux gens, et en fait les quartiers changent, et pour le meilleur ou pour le pire, mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc ça c'est peut-être ce qui me venait en tête. Et après, la gentrification, après, c'est comme la banlieue, il faut définir ce que c'est. Hein. Ça veut dire que tout de suite, dès qu'on voit des gens un peu qui viennent d'ailleurs, on a l'impression que c'est une gentrification, alors qu'en fait, il y a des gens qui vivaient là, qui sont mieux lotis que les gens qui arrivent. Après, la gentrification, franchement, c'est une définition un peu... Parce que, par exemple, dans le 93, on dit, ouais, il y a des endroits qui se gentrifient. Après, quand on s'y intéresse un peu, c'est pas tant de la gentrification en fait, c'est juste une évolution. Voilà. Moi, je parlerai de la gentrification, pas d'un point de vue humain, mais plus d'un point de vue économique, dans le sens où qu'est-ce qui se passe quand ça gentrifie? C'est-à-dire que c'est des classes moyennes ou plus aisées qui vont s'installer dans des endroits où des gens qui n'ont pas obligatoirement l'argent, ça va transformer, ça augmente les prix des loyers souvent, et donc effectivement les gens sont obligés d'aller plus loin. Donc c'est ça en fait c'est pour moi cet aspect-là de gentrification. Je trouve que ça se passe comme ça. Voilà, moi c'est ma seule réponse que j'ai, c'est cette évolution-là. Mais la gentrification, elle n'est pas juste en France, hein. Elle est aux États-Unis de la même manière. Moi j'ai vécu à Philadelphie et j'ai vu en fait la gentrification encore se faire. Et juste sur la gentrification, en fait, on est dans un modèle de ville
Et en fait, aujourd'hui, on est dans des espaces urbains. Donc cette gentrification, en fait, c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Cette transformation entre espace urbain, comme la ville de Sao Paulo aujourd'hui, qui est vraiment un espace urbain et presque plus une ville. Donc cette transformation, elle est là, en fait. Elle est plus économique. Donc évidemment, voilà, c'est ça. Ça, c'est effectivement, moi, le point qui peut poser problème, mais voilà. En fait, si jamais moi je l'observe à mon échelle à Aulnay-sous-Bois, c'est une ville à la base où il y avait beaucoup de cités, où des quartiers très durs, où il y avait des communautés un peu plus insulaires, et ils étaient tout coupés à cause de la géographie des quartiers qui formaient vraiment des U ou des carrés, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de bâtiments, c'était les 3000 où il y a une énorme barre qui a été détruite, et la gentrification amène son lot de bien et de moins bien, je pense que c'est pas à moi de le juger, mais en tout cas ça crée des dialogues. Souvent ce que moi j'ai vu depuis que je vis à Aulnay-sous-Bois, depuis maintenant presque 30 ans, c'est qu'il y a surtout des ruptures de dialogue même entre certains quartiers. Et ce décloisonnement, ça amène son lot de bien et de moins bien, ça amène aussi des changements économiques, ça déplace des populations, ça change les prix, ça dynamise des régions pour le meilleur comme pour le pire. Même de toute façon les Jeux Olympiques qui arrivent aussi beaucoup en banlieue dans 93, d'une ville à l'autre ça change entre Saint-Denis et Bobigny, c'est là où ils sentent les plus grands changements, parce qu'il y a peut-être des choses à changer, des décloisonnements à faire, il y a des dialogues qui se créent, et ils font partie de l'histoire. Je pense que la banlieue, depuis vraiment tout le plan de relogement qu'il y a eu après les années 50, c'est que ça. Au début, les gens qui habitaient les cités, les quartiers, c'était pas forcément des vagues c'est pas forcément des fils d'immigrés, c'était des gens qui fuyaient Paris, qui sont été relogés, des vagues de guerre post-coloniale, et dont celles que mes parents ont connues ont habité ces quartiers. Et puis même aujourd'hui, je vois mes parents qui ont bougé de ces quartiers-là. On habite toujours à Aulnay, mais on vit en zone pavillonnaire, et que c'est des nouvelles personnes qui habitent nos quartiers. Enfin, je pense que ça fait partie de l'histoire. C'est des changements qui sont intéressants à documenter, mais je ne peux pas porter de jugement en tout cas dessus. Voilà. Bonjour, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez partagé sur le temps long, donc le travail en amont, et aussi sur le travail sur l'humanité, enfin de mettre en valeur l'humanité. Et je me posais la question de mettre en valeur et de regarder l'humanité dans le moment de crise, que vous parliez de cette humanité en dehors de la crise. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais. En fait, je m'interroge. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez de cette question qui m'interroge? Et je peux la reformuler si c'est pas clair. Hein. Parfois, je pars loin. Non, c'était pas clair. Est-ce que vous pouvez reformuler? Je pense que... Très bien, je recommence. Ce que j'ai entendu, et moi, ce qui m'a beaucoup parlé, vous évoquiez le fait de faire un travail sur le temps long, et là, je crois que je réutilise vos termes, ou de long cours, pardon, pour mettre en avant l'humanité et l'histoire du quotidien aussi, et pas uniquement la difficulté et l'événement. Et je me posais la question de cette humanité pendant l'événement, c'est-à-dire comment est-ce que vous montrez et vous racontez cette humanité pendant l'événement et pendant la crise. Que ce soit une... Est-ce que c'est plus clair ou pas? C'est pour moi. C'est une question pour nous, je crois. Justement, je ne sais pas, mais cette image est un exemple, il me semble, d'un événement pris sur le vif où il y a en même temps le reflet d'une humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Je réessaye une dernière fois, et sinon, on abandonne. Non, c'est clair, je pense qu'à la fin du diapo, il y a une image de Nanterre. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des périodes de grande crise, et de façon générale, que ce soit révolte urbaine, celle-là par exemple, ouais. Là c'est une photo que j'ai faite en décembre à Nanterre. Le plus important, je pense que dans des crises, même que ce soit conflits ou des événements comme les révoltes urbaines en France, ce sont des gens qui sont derrière ces événements. C'est pas simplement c'est pas des hordes, c'est pas des voilà. Je pense que c'est important de se concentrer sur des récits parfois qui sont individuels, qui peuvent être des voix, en tout cas des perceptions sur des collectifs. Et je pense que pour toi, Ramsès, c'est pareil, c'est identifier les bons personnages, suivre la bonne personne, celle aussi qui est prête à raconter, ouvrir nos portes. Quoi qu'il arrive, il y aura des journalistes qui raconteront des événements de façon un peu plus froide et de façon en disant qu'il s'est passé ça à Nanterre. Il y aura des gens qui feront du terrain, qui incarneront, qui donneront la parole à des histoires beaucoup plus incarnées et qui donneront peut-être d'autres clés. Je pense que ça va être différents types de journalistes, différentes lignes éditoriales, et surtout il y aura,
finalement, les journalistes sont des humains. Il y a des limites à tout. On est limité par notre âge, notre sexe, notre timidité. Toutes ces choses-là, en fait, vont influer sur même notre langage. Tout ça va influencer sur comment on va nous ouvrir nos portes ou pas. Je pense qu'au début, vraiment, au tout début des révoltes urbaines, je sais pas pour toi, il n'y a personne qui nous parlait, je pense. Tu vois, c'était très dur. Ou en tout cas, même les gens que je connaissais, ils avaient du mal à vraiment expliquer. C'était vraiment très dur de parler à chaud comme ça, parce qu'ils disaient, bon, c'est sûr qu'ils viennent pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, avec le temps long, en révisant l'histoire et les événements, des langues se délient, des portes s'ouvrent pour exposer les traumatismes. Et c'est ça aussi qui est important. J'ai une autre question. Vous avez cité le mot à plusieurs reprises de dignité. Je pense notamment à Noël Mamère qui parle beaucoup de ce mot de la dignité, qui parle d'une écologie de la dignité. C'est le cas aussi d'Ashraf Manar qui explique que lui est né en banlieue, qu'il a grandi en milieu rural et qui dit qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes. Là, on est au climat Libétour, on parle de la banlieue, mais des périphéries au sens large. Et je voulais savoir si dans vos travaux, dans vos expérimentations ou autres, comme ce sont deux mondes qui ont des luttes communes, vous traitez aussi à la fois de la banlieue, mais aussi de la ruralité. Vous avez juste à pousser le bouton. En fait. Donc en fait, là, moi c'est trop bizarre parce qu'en fait, j'avoue, je me demandais si j'étais au bon endroit quand je suis venu, parce que je fais de la photo, mais je suis pas que. Et sur le climat, je me suis dit, ah non, mais peut-être que je suis pas obligatoirement bien placé ou j'étais une position un peu d'imposteur. Je me suis dit, ouais, c'est trop bizarre. Mais je veux bien répondre à cette question. Parce qu'on a parlé beaucoup de dignité par rapport aux images. Et moi, là, je fais une exposition au Palais de Tokyo. Je vous invite à voir, qui ne parle pas de ruralité, mais qui parle du rapport aux plantes. Où je me suis aussi intéressé à la plante du mimosa. Et j'ai essayé de personnifier... Non, il y a une plante, mais bon, ça... Non, alors, oui, parce que potentiellement, ça va être un bout de plante comme mais ça. Non, parce que pour le coup, il n'y a pas qu'une plante. Bref, comment finissez, et moi j'ai quand même une question là-dessus. Et après, Et donc, par rapport au mimosa, et en fait, j'ai un peu travaillé... En fait, en 2017, j'ai réalisé un jardin à Liverpool, où j'ai essayé de travailler aussi avec une communauté de Liverpool dans un quartier qui s'appelle Granby. Granby, en fait, et Toxteth, c'est un quartier... à la périphérique pour le coup de Liverpool, et c'est un quartier qui est à la base très jamaïcain, métissé, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens de Somalie qui vont habiter là-bas, et donc c'est quand même hyper, pour le coup c'est quand même assez séparé quoi. Et donc dans ce quartier-là, on a réalisé un jardin avec tous les gens du quartier où chacun avait ramené une plante qui la représentait, et c'était une forme de pouvoir raconter aussi pour moi leur histoire. Et moi, comme un peu un ignorant, je me suis dit, moi je viens d'origine algérienne, je vais ramener une plante qui me fait penser à l'Algérie, qui vient de là-bas, je prends le mimosa. Et en fait, pas du tout. Le mimosa, c'est une plante qui est importée d'Australie, qui est arrivée en France, et la preuve, elle fleurit en hiver, pour ceux qui savent. En fait, elle garde en mémoire son histoire de l'Australie et qu'elle ramène ici, c'est pour ça qu'elle fleurit en hiver. Donc, je sais que je n'ai pas bien répondu, mais en tout cas, ce rapport... alors, au climat, je ne sais pas si ça a à voir, pour le coup, j'ai un peu honte, mais en tout cas, le rapport aux plantes et le rapport uniquement à l'individu, mais aussi le rapport aux plantes, comment on considère les plantes qui sont, effectivement, parfois, on objective les plantes et qu'on ne les voit pas aussi comme des sujets. Donc, parce que l'œuvre que je présente au Palais de Tokyo, j'ai mis des sortes de capteurs, donc il y a quelqu'un qui a travaillé dessus avec moi là-bas, où en fait on capte les signaux électriques des plantes pour faire écouter l'activité et pour leur donner une forme de subjectivité. Et je pense qu'en fait, moi en tout cas, là je retombe sur mes pattes, je pense qu'en fait, souvent dans les images qu'on peut représenter, les gens on les voit comme des objets de photographie, mais pas évidemment comme des sujets de leur propre représentation, de la même manière qu'on a dans cette image-là, où elle-même, il y a une forme d'objectivation de son corps, et elle-même se réapproprie, elle devient sujet de sa propre image. De la même manière pour les plantes aussi. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Ça fait un beau mot de conclusion. Et avant que vous bougiez, désolé, on doit terminer. Avant que vous bougiez, on a organisé depuis des semaines une mobilisation sur la question
des pollutions de l'air organisées avec les jeunes de Banlieue Climat, les jeunes de l'Académie du Climat et les jeunes d'Oxfam. Et en fait, ils vont venir faire une restitution. Donc si vous pouvez rester quelques minutes pour un peu soutenir cette mobilisation, ce serait vraiment super. Vous avez une question là sur la table ou sur autre chose? Il y a d'autres personnes qui ont D'accord, des alors questions. on prend 3 questions d'un coup et après on répond et après restez s'il vous plaît pour la mobilisation. Justement, juste avant que vous ne répondiez, je trouvais l'expérience intéressante puisqu'on est dans l'Académie du Climat. Je me demandais si dans les banlieues que vous connaissez, il y avait la même préoccupation que nous les Parisiens, nous avons, à savoir de revégétaliser les quartiers. Je suis à Gennevilliers, je sais que les politiques de la ville, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important et ils font ce travail-là. Alors peut-être pas assez, mais en tout cas, ils essayent d'aller dans ce sens-là. La preuve, là, ils sont en train de revitaliser certains quartiers là où j'habite. Certains endroits, ils essayent de planter aussi des plantes comestibles. Voilà, non, il y a ce travail-là au sein de Gennevilliers aussi. Oui. Bonjour déjà. Moi je m'interrogeais juste sur, on n'en a pas parlé en fait de l'écologie et de la place de l'écologie dans la question des banlieues, qui doit être une vraie question, surtout quand on sait que quand même les îlots de chaleur urbains c'est quand même un phénomène qui touche la banlieue aussi. Et du coup c'était pour savoir où vous en étiez vous dans votre pratique journalistique, photographique sur cette question-là. Est-ce que l'écologie s'invite dans vos œuvres? Est-ce que c'est une question juste par rapport à nos pratiques à nous personnelles ou de ce qu'on observe? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. En fait, je ne sais pas si c'est général, mais les gens qui vivent en banlieue et en quartier, ils s'en fichent beaucoup moins du climat qu'on ne le pense. Déjà, il y a des manières de faire, par exemple, solidaires et collectivistes qui font que c'est déjà des constructions, je pense, qui sont intéressantes pour même s'organiser et être écologique. Les gens qui vivent en quartier le font par dépit, mais ce sont des gens qui sont très économes à la base, même dans leur manière de consommer ou de se déplacer. Des gens qui ne voyagent pas tant que ça, c'est des gens qui ne consomment pas tant que ça. Et il y a un côté solidaire qui sont je pense, des bons exemples en fait, de comment vivre ensemble et de comment trouver des modes de vie qui sont collectivistes et écologiques. Après, moi, si je parle pour mes parents, ils ont un potager. Donc en fait, il y a quand même un bon tiers de ce qu'on mange qui est planté même au milieu de Aulnay-sous-Bois dans des pavillons. Mais non, c'est des pratiques que nous on fait, qu'on partage. Il y a même on échange même des tomates avec nos voisins contre des avocats ou des kiwis, quoi. Donc c'est des petits exemples. Et dans votre pratique de photojournaliste? Alors dans ma pratique de photojournaliste, il y a des choses qui sont difficiles à représenter. Moi, si jamais je devais travailler sur le climat, je travaillerais plutôt sur les conséquences. Alors c'est en cours, c'est des choses qui prennent du temps. Travailler en banlieue, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que le long cours fait vraiment la différence. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les victimes de pollution, même sur les paysages, de ce que ça implique en fait, ces choses-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, les histoires qui moi m'intéressent à mon échelle vont plutôt porter sur les conséquences, parce que le changement climatique, c'est des choses où c'est un peu froid et c'est très difficile à incarner en photographie. Ça a ses propres limites. Parfois, c'est pas visuel, parfois c'est juste illustratif, et c'est des challenges en photo que moi je me pose aussi. Voilà. Vous voulez ajouter un truc? Bonjour, j'avais une petite question tout à l'heure. Vous parliez que les représentations de la ville et quartier étaient un petit peu faussées à travers les réseaux. Est-ce que pour vous, le médium de l'appareil photo, de la photographie et son esthétique propre permet de résoudre un peu ce constat? Moi, je ne suis pas totalement sûr, parce que là, c'est la représentation que moi je m'en fais des quartiers, elle va concerner que moi. Je pense qu'il faut compter plutôt sur l'honnêteté ou en tout cas la sensibilité au photographe propre, plutôt que dire que cette personne dit absolument la vérité, qu'elle représente un quartier de façon totalement fidèle. Je pense que le but de la photographie aujourd'hui, il faut peut-être le décorréler de sa fonction première, qui était vraiment raconter l'histoire, et que c'était vraiment très factuel et c'est très droit, sachant que la photographie peut être facilement falsifiée, mis en scène, et je pense qu'il faut compter sur l'intelligence du lecteur et les intentions du photographe pour définir ce que c'est.
la vie de quartier que moi je raconte, déjà il y a quelque chose qui est assez révélateur, c'est que je photographie principalement des hommes. Et parce que simplement j'ai accès à ça, que culturellement en tout cas moi je me sens pas totalement à l'aise de raconter la vie des femmes parce que je la connais pas, et les femmes que moi je croise et que je photographie sont des amies donc je connais bien. Je préfère photographier que ce que je connais, donc c'est plutôt une question de culture. Et même si et voilà, c'est déjà pas trop mal, mais en tout cas, je pense que la photographie n'a pas vocation aujourd'hui pour raconter la vérité. Elle donne des perceptions. C'est un médium qui a des vraies limites. Il faut l'agrémenter de d'autres choses, de sons, de documentaires, de textes pour avoir une idée de comment se passait une certaine époque. Et puis, je pense que c'est même révélateur des photographies d'époque des années 20-30. Cartier-Bresson, il a photographié les quartiers et avec sa propre perception. Je pense qu'il n'était pas malhonnête, mais c'est avec ses propres limites et la perception et de comment il photographiait, quoi. Merci. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à nos invités. J'ai une vanne. T'as dit Cartier-Bresson et ça m'a fait penser à Cartier-Bresson. Franchement, ça aurait été ça le c'est traumatisé par Cartier-Bresson, ouais. Mohamed Bourouissa. Merci beaucoup Mohamed Bourouissa, Damarissa Mao, Ramses Kefi et William Keo. Merci pour votre présence. Bonne soirée. Merci.